Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous avec le Cercle des Chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la culture et de l'art en mettant l'accent sur un livre, une bande dessinée, accompagnée des sons de la fierté. Dans le 10e épisode d'Homo Micro, nous allons vous présenter un salon dédié aux personnes âgées et un événement qui est vraiment unique en son genre. Nous parlerons sport autrement et vous présenterons un joueur de football exceptionnel dont le talent ne manquera pas de vous émouvoir. Et pour finir, vous ferons ensuite découvrir un festival de films passionnant qui saura vous divertir. Et je suis ce soir avec Annabelle. Comment ça va ? Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, rien pour les vieux, sans les vieux. Un slogan qui sonne comme une révolution des seniors. Ce week-end à Paris, il y avait la première contre-salon des vieilles et vieux. Et je vous propose de vous raconter tout cela à la veille de l'examen. Même si c'était ce jour, ça a commencé ce jour, l'examen de la proposition de loi sur le bien vieillir en France. Un vieux parmi nous qui fait sa deuxième ce soir, Samuel. Bonsoir, alors ce soir je vais aller au-delà du score du France-Gibraltar qui a eu le samedi avec un score sacrément salé pour les Gibraltariens. Bonsoir Valérie. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et moi je vous amène au cinéma tout à l'heure au festival Chéri Chéri qui a commencé ce week-end à Paris. Ouais. Un tout jeune parmi nous, Éric Garnier. Oui, bientôt Homo Micro sera un EHPAD et je pense que j'en serai le premier. Voilà, alors une BD, j'allais dire une BO. Non, une BD assez exceptionnelle de Fabrice No. Ça s'appelle Le Dernier Sergent, dans un triptyque qui s'appelle Les Guerres Immobiles, chez Delcourt. Alors c'est vraiment, là vous voyez, c'est quand même une grande œuvre, dans un style très différent de celle dont on va parler maintenant, je crois. Merci Eric. Les sons des fiertés, c'est avec nos réalisateurs Nathan et Anatole. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Brahim. Ton sujet ce soir, Anatole ? Eh bien ce soir on va parler de Léonie Pernet. Et bonsoir Nathan. Bonsoir Brahim. Et tandis que moi, en fait, je vais vous faire découvrir un groupe malawi qui s'appelle Madalitso Band. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Si c'est pas le cas, restez avec nous parce que c'est quand même un groupe ultra intéressant. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Ce soir, ton invité Jean-François, bonsoir à toi, est une journaliste et auteure Apolline Bazin pour son livre Drague. Bonsoir à tous et bonsoir Apolline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je reçois effectivement Apolline Bazin, journaliste culture, auteure pour faire plaisir à Nicolas Rividi, d'un livre magnifique qui s'appelle Drague, qui revient sur l'histoire des dragues, des origines à nos jours, et l'on voit que de toute éternité, les dragues sont présents dans nos sociétés. C'est un livre quand même qui est magnifique, il faut le dire, il faut quand même parler du produit, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on peut parler du produit, c'est une iconographie extraordinaire, une mise en page parfaite. J'en dirai à la fin de l'interview encore un petit mot, mais n'hésitez pas, si vous avez des cadeaux de Noël à faire, allez-y. Tu remontes au travesti de la Grèce antique. Comment on peut présenter en fait le travestissement, l'ancêtre des dragues à cette époque-là ? C'était important de remonter jusque-là parce que y a un enjeu aussi en fait de faire comprendre que certes le phénomène actuellement drague lié à la médiatisation de Drag Race France a un succès incroyable chez nous, mais c'est un phénomène ancien relativement de ces 20 dernières années aux États-Unis et en fait ça va bien au-delà. Pourquoi c'était important de remonter jusque-là ? Parce que en fait c'est une manière de rechercher un peu quels étaient peut-être les premiers endroits où il y avait des formes d'expression queer dans des sociétés où effectivement les catégories de genre ou les catégories d'expression sexuelle n'étaient pas les mêmes. Mais ça montre, c'est une manière aussi de montrer qu'il y a toujours eu des questionnements sur le fait de passer d'un genre à l'autre, d'avoir un jeu comme ça sur le masculin, le féminin, la transformation, et que ce sont pas des choses, parce que c'est souvent un argument des conservateurs que de dire que tout ça ce sont des choses, des inventions, des dégénérescences de la modernité. Alors en fait pas du tout, c'est très très vieux et les choses n'étaient pas aussi binaires que ce que on voudrait bien le croire quand on regarde l'histoire. On dit qu'il y avait une certaine à l'époque fluidité
justement dans ce travestissement, c'est-à-dire qu'on pouvait passer de l'un à l'autre, c'est vrai ? Alors moi, ce que j'ai retenu, et je suis pas historienne, mais c'est que il y a du travestissement ou des figures qu'on pourrait qualifier de trans dans toutes les cultures. Néanmoins, ça ne veut pas toujours dire que ce sont des sociétés progressistes. C'est-à-dire que c'est toujours inscrit dans un système de normes et de valeurs assez précis. Dans le cas de la Grèce antique, c'est une société qui est par exemple extrêmement misogyne et qui interdit aux femmes de monter sur scène. Cette interdiction des femmes sur scène, elle va nous poursuivre en Occident jusqu'au XVIIe siècle et va donner lieu à la naissance même en fait du terme drag, puisque ce sont des jeunes acteurs qui montent sur scène avec des grandes traînes, donc qui drag en anglais, qui traînent sur le sol pour interpréter des rôles féminins. Donc on n'y passe pas en fait, on passe pas de l'un à l'autre de manière sans qu'il y ait des règles. Soit c'est rituel. C'était intéressant d'aller chercher ça, moi, dans la mythologie. Aussi, dans le théâtre kabuki au Japon, ou chez Shakespeare, pardon, c'est pas facile à dire, dans La Nuit des Rois. Oui, ça sert des intrigues. Chez Shakespeare, je pense qu'il y a des gens en fait qui font des recherches actuellement pour montrer en quoi dans le théâtre de Shakespeare il y a un peu des choses qu'on pourrait effectivement relire de manière queer, et La Nuit des Rois en fait partie. Mais c'est aussi dans plein d'autres pièces de cette époque-là, ou même il y en a un peu chez Molière, du travestissement, c'est un ressort comique parfois. Sachant que le théâtre élisabétain interdisait aux femmes de jouer de toute façon. Donc Juliette était jouée par un homme à la base. Donc c'est aussi dans le théâtre shakespearien élisabétain une forme de drague d'une certaine façon. Oui. On va passer à l'époque charnière qui est le grand siècle de Versailles. Moi j'ai trouvé ça absolument fascinant. Comment le travestissement existait-il à l'époque ? Alors là pareil, ça s'inscrit dans un moment où sur scène il y a un goût pour le fait d'être costumé dans des fêtes qui sont assez rituelles, hein, dans le carnaval, pareil dans la tradition occidentale, il y a quand même une possibilité d'inverser les rôles sociaux et les rôles de genre. Donc à Versailles, Louis XIV vénère la fête, les arts, il y a une certaine liberté, mais quoique monsieur, le frère du roi, qui est donc un homosexuel flamboyant, se travestit régulièrement. Je suis pas si sûre dans mes souvenirs que c'était toujours très bien vécu. Il y avait une marge de manœuvre, mais elle restait en plus de toute façon inscrite dans des cadres où c'est la noblesse qui a droit à cette liberté-là. Après, il y a un cas intéressant un peu au grand siècle. J'ai tiré jusque sur le cas du chevalier d'Éon, qui là est un exemple très intéressant en fait d'une première figure trans dans l'histoire de France et qu'on connaît en fait assez mal en France. Il y a des travaux qui sont il y a un livre qui a été écrit par une historienne française, mais sinon par exemple en Angleterre, j'ai l'impression que les historiens connaissent beaucoup mieux la figure d'Éon que nous on la connaît. La BBC y a consacré un documentaire que j'ai utilisé et qui était très riche et qui montrait en quoi cette personne donc qui est espion à la base, qui commence à se travestir dans des fêtes par goût ou par raison diplomatique aussi, finit en fait par rester en habit de femme et en fait par avoir son identité qui évolue. Ça se voit dans ses écrits en fait. Et je vais refaire encore un bond dans le temps. Nous allons arriver aux années folles. Très folle, peut-on dire. On commence à démocratiser tout ça, même si c'est pas évidemment dans la rue. Ça reste quand même quelque chose d'assez présent. Oui, c'était vraiment quelque chose, je pense, que j'avais pas tant retenu de mes cours d'histoire, mais que j'ai adoré redécouvrir. C'est-à-dire que, en fait, les années 20-30, c'est aussi les débuts du Star System et l'invention du cinéma, donc du système médiatique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et déjà, à cette époque-là, il y a des superstars ancêtres drag, donc c'est intéressant. Encore une fois, il y a rien de nouveau et ça a toujours fait partie de formes d'expression artistique qui fascinent. Et c'est aussi, alors, ce qui est intéressant à retenir de ces années 20-30, c'est que c'est des moments où en fait, New York c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même la prohibition, mais Paris et Berlin sont des capitales gays avec de nombreux lieux gays et lesbiens. En particulier, je crois que c'était encore plus développé à Berlin qu'à Paris, et c'est des choses en fait que déjà on enseigne peu à l'école, et
peut-être qu'on a un peu peine à imaginer aujourd'hui quand on sait qu'il y a nos lieux sont toujours un peu vivotent, certains vivent bien. Enfin bon, par exemple dans la culture lesbienne, on a très peu de bars. Et il y a eu des époques où ma foi ça avait l'air plus florissant. Et c'est pour ça qu'on parle aussi du Montparnasse des années folles en fait, avec les cabarets. On a du mal à imaginer aujourd'hui Montparnasse pris de folie, de travestisme, de drague, etc. Mais aujourd'hui effectivement ça n'a absolument rien à voir. Mais à cette époque-là, ça vivait beaucoup. Je vais refaire un petit bond dans le temps très léger. On va parler des dragues au cinéma. Autre chapitre fascinant dans ce merveilleux livre. Est-ce que le cinéma a rendu hommage, en tous les cas a fait avancer la cause drague, si je puis dire? On pense au film Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe, Jack Lemmon et Tony Curtis. Et puis La cage aux folles, bien sûr, qui a été quand même assez décriée par certains. C'est une caricature qui pouvait aussi contrarier. Qu'est-ce que ça a pu apporter? Alors, la manière dont j'ai essayé d'aborder les représentations drague au cinéma, c'était justement d'essayer d'analyser un peu par période qu'est-ce qui est de l'ordre du OK, il y a du drague, mais est-ce que ça délivre vraiment quelque chose de progressiste, voire est-ce que progressiste et ou en lien avec l'expression de sensibilité queer. Donc il s'avère qu'il y a quand même il y a quand même un certain nombre de films qui sont des classiques drague, qui sont je pense à Mrs. Doubtfire qui est très apprécié, qui est un super film, mais qui reste dans un cadre quand même assez hétéronormé. Donc effectivement, il y a des jalons en fait de représentation. Certains l'aiment chaud. Quand on y pense, effectivement, la fin qui est assez connue, elle est assez culottée pour l'époque, puisque c'est tourné en plein macartisme. Les acteurs sont dans le placard. C'est pas la folie à Hollywood. Moi, un marqueur qui me semble plus intéressant, c'est les années, au début des années 80, fin des années 90-2000, quand on a, il me semble que le vrai tournant, c'est Priscilla Folle du désert, qui... aucun des actrices n'est gay, donc c'est quand même encore des hétéros qui incarnent une meuf trans et deux mecs gays qui font ce road trip incroyable à travers l'Australie. Mais le réalisateur est homo et ça se sent en fait dans l'écriture, dans la manière dont les personnages sont décrits. Les dialogues n'ont pas pris une ride, ça reste impeccable, ça reste hilarant et ça se voit aussi moi dans un réalisateur, une figure que j'ai beaucoup aimé découvrir et je trouve qu'on connaît trop peu en France, c'est Harvey Fierstein, qui est une grande figure de Broadway et qui a donc réalisé l'adaptation de 3 pièces de théâtre qu'il a écrit, qui s'appelle donc Torch Song Trilogy. Non, il joue son rôle, ça n'a pas été écrit Matthew Broderick, me semble-t-il, qu'on voit plus beaucoup malheureusement au cinéma. Et qui a un peu de la spécialité d'avoir incarné beaucoup de rôles de personnages gays. Mais ouais, ça c'est un très très beau film, j'ai trouvé très sensible, qui fait un peu de témoignage aussi d'une certaine époque. Et puis surtout, donc ça, pour moi, accrédite le fait que effectivement par le drag, on a eu accès quand même à donc La cage aux folles, elle symptomatise bien ça, c'est-à-dire que le drag a permis des premières représentations queer à l'écran. Dans le cas de La cage, il y a un rapport un peu ambigu, effectivement, et ça a été mal pris à l'époque, quand même à la sortie. Il y a un rapport ambigu à la représentation. Est-ce que c'est pour rire avec? Est-ce que c'est pour rire de qui se moque-t-on? De quoi se moque-t-on? Mais finalement, moi, c'est un film que j'ai vu très tard, que dans ma famille, on en a parlé pendant des années. Et j'ai trouvé qu'il était plus intelligent que ce à quoi je m'attendais. Paradoxalement, je pense qu'il y a des petits... On pourrait discuter à plein d'endroits. C'est surtout le problème, c'est que c'était un peu le seul truc qu'il y avait à l'époque. Donc, je comprends que ça a été un peu enfermant. Même complètement enfermant. Néanmoins, ça a permis un premier truc en France. Et puis, donc après, effectivement, on a tous ces autres films qui permettent des représentations LGBT au cinéma. Et on a le sentiment, mais peut-être faussé, du coup, pour arriver à nos jours, qu'aujourd'hui les dragues sont dans nos vies quotidiennes de façon fluide. J'aime bien ce mot fluide, parce qu'on sent que il peut se passer plein de choses. Est-ce que c'est une réalité, un mythe, ou c'est quelque chose auquel on pourrait rêver finalement? Alors, de manière fluide, je sais pas exactement, parce que oui,
quand on regarde quand on consomme beaucoup de culture internet, parce que il y a énormément de supports dont se sont emparés les artistes drag, et internet a permis en fait aussi de construire la résonance de Drag Race. Oui, on peut dire qu'en fait surtout il y a une plus grande fluidité des normes de genre qui s'est installée, ce qui fait que parfois par exemple Bilal Hassani, on sait pas trop comment qualifier son personnage artistique. Bon, et je pense que voilà, c'est une personne qui a été très claire sur le fait d'être un garçon qui met des perruques, mais parfois dans certaines versions de son personnage de scène, je pense que voilà, on peut dire qu'il fait du drag. Donc il y a ça qui voilà est venu amplifier les choses. Après, c'est pas présent dans la vie de tous les jours, tout simplement aussi parce que même si les queens, en particulier, il y a des superstars aujourd'hui avec un pouvoir un peu inédit, sortir en drague, c'est quand même encore un risque de se faire casser la gueule. Et c'est arrivé pas plus tard que cet été à Kitty Space, qui était sur la saison 2 de Drag Race France. Donc ça reste un bon indicateur effectivement de la non-sûreté des espaces publics pour des expressions de genre divergentes. Tu as rencontré beaucoup de drague, en tous les cas en France, pour faire ce livre? Oui, j'en ai rencontré. Alors dans le livre, il y a 11 interviews, il y a 2 internationales, mais donc 9 personnes françaises ou installées en France. Et après, il y a toutes les rencontres effectivement qu'on fait en show à côté, les amis d'amis ponctuellement avec qui on se met à discuter. Et surtout, moi, ça m'a tenu à cœur très tôt dans le projet du livre d'être suivi, relu par une queen, par quelqu'un dont j'estimais le travail de drague et aussi dont je savais qu'elle me dirait si je faisais des bêtises. Donc voilà, j'ai été accompagnée par Babouchka Babouche. D'accord. Qui est une super queen. Comment on travaille, pour terminer, sur un ouvrage comme celui-ci? Où est-ce qu'on va chercher ses sources? Parce que je reprécise quand même que c'est un livre extraordinaire, extrêmement documenté, très beau, avec des photos magnifiques. Et c'est peut-être une première, je connais pas d'ouvrage similaire. Comment on bosse, en quelques mots? Alors, en ce format-là, oui, il n'y en avait pas. Donc, c'est sûr qu'il marque un petit truc. Où est-ce que je vais? Beaucoup de cinéma, j'ai regardé beaucoup de films, documentaires, fiction, forcément, beaucoup d'internet pour les chapitres par exemple sur l'activisme ou sur les parties très contemporaines. Justement, je me suis basée sur beaucoup d'éléments d'interview. Merci les collègues qui font bien le travail en matière de journalisme communautaire, mais aussi en presse culturelle. Donc beaucoup de presse, quelques livres importants forcément. Le livre de Leslie Feinberg, des livres sur le premier chapitre sur l'histoire quand même. Effectivement, il y a des travaux qui ont été menés, heureusement. Après, l'accès à l'histoire en France, ça reste un sujet parce qu'en fait, il y a des choses qui sont très bien documentées aux États-Unis, en Angleterre. En France, comme on n'a pas de centre d'archives ou qu'il y a peu de politique, en tout cas pour les mémoires minoritaires, il y a plein de pans, en fait, je pense qu'on ne connaît pas encore très bien. Il y a des choses qu'on connaît déjà bien et voilà, c'est là que l'utilité des métiers de journaliste se voit. C'est que, par exemple, sur l'histoire du Carrousel, l'histoire de Madame Arthur et des premières communautés de femmes trans, ça c'est quand même c'est des choses que j'ai pu découvrir grâce à des documentaires radio. Je voulais juste, je le fais rarement, mais j'ai amené l'objet ici parce que c'est vrai qu'on n'est pas filmé, mais je voulais que tous les autres chroniqueurs voient ce livre magnifique. Je voulais aussi remercier Mathieu Poulalec pour m'avoir présenté ce livre. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je ne sais pas si on lui a rendu suffisamment hommage. Je lui dis dithyrambique, mais c'est vraiment sublime. Il coûte 45 €. Ça se fait pas de dire les prix comme l'âge, mais là je le fais parce que Noël approche et c'est vraiment formidable. Merci beaucoup, Apolline. C'est un très beau livre. C'est aux éditions EPR. On dit EPR. Exactement. Voilà, un grand merci. Merci à vous. À bientôt. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, le premier son de la fierté.
Oui, effectivement. Eh bien, ce soir, je vais vous présenter d'ailleurs un très très beau groupe venu du Malawi. Il s'agit de Madaliso Band. Au cœur de la scène musicale mondiale émerge une pépite venue du Malawi portant le nom enchanteur de Madaliso Band. Ce duo composé de Yosefe Kalenkeni à la guitare et Yobu Maligwa à l'orchestration du tambour de réservoir, tambour très particulier du Malawi. Il faut savoir que ça apporte une fraîcheur et une authenticité envoûtante à la musique du Malawi et au-delà. Madaliso Band tire son inspiration de la tradition musicale riche et diversifiée du Malawi, un petit pays enclavé dans le sud-est de l'Afrique. Son nom est ancré dans la riche histoire musicale de la région, mais il transcende également des frontières, fusionnant des éléments de musique traditionnelle avec des nuances modernes. Au cœur de leur musique réside le tambour de réservoir, un instrument de percussion fabriqué à partir de bidons recyclés. Les rythmes entraînants créés par Yobu Maligwa ajoutent une dimension organique et irrésistible à leur musique, évoquant l'esprit festif des cérémonies villageoises malawites. Les harmonies vocales de Yosefe Kalenki et Yobu Maligwa sont une merveille à part entière. Leur voix, entrelacée avec une finesse remarquable, raconte des histoires qui transcendent la barrière linguistique. Même si vous ne comprenez pas les paroles, la passion dans leur chant est universelle. Lorsqu'on assiste à une performance de Madaliso Band, on est transporté dans l'intimité d'un concert de rue au Malawi. Leur énergie brute, leur joie manifeste et leur connexion profonde avec leur musique créent une expérience immersive qui transcende les distinctions entre les artistes et le public. Ce duo exceptionnel a conquis bien plus que les ruettes de Lilongwe. Leur musique, souvent capturée dans leurs vidéos faites maison, a fait le tour du monde grâce à Internet. Dans les festivals en Europe, aux plateformes de streaming, Madaliso Band a fait vibrer les auditoires de toutes les origines avec leur musique vivifiante. Leur premier album, Wasalala, sorti en 2019, est une célébration authentique de la musique malawite. Des chansons comme Mwalandiliwa et Nkumba présentent la diversité de leur style, combinant des éléments de tradition et de modernité avec une maîtrise remarquable. Mais soulignons aussi leur album sorti l'année dernière, qui est Musakaike, avec l'artiste Alidi Muto, qui est aussi un pur bonheur. Ainsi, Madaliso Band n'est pas seulement un groupe musical, on vous emmène dans un voyage musical transcendant le temps et les frontières. Ce duo incarne la puissance de la musique comme moyen de connexion universel, prouvant que même des mélodies simples peuvent transporter l'âme à travers des horizons culturels. Et en écoutant Madaliso Band, on est invité à célébrer la recherche de la diversité musicale mondiale et à reconnaître la beauté des expressions artistiques ancrées dans la tradition. Ils ont une voix authentique qui résonne au-delà des frontières, rappelant au monde que la véritable magie de la musique réside souvent dans sa simplicité et sa sincérité. Madaliso Band, c'est un trésor musical du Malawi qui, avec chaque accord enjoué, répand la joie et la vitalité de sa culture à travers le monde. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez regarder un concert de Madaliso Band sur Quest TV. Ils sont passés cette année au Cosmo Jazz Festival. Vous savez, ce fameux festival qui a été créé par André Manoukian. Et en fait, si vous voulez continuer sur votre lancée, après le morceau que je vais vous faire écouter, vous êtes les bienvenus d'ailleurs, et vous me remercierez peut-être plus tard de vous avoir fait découvrir ce magnifique groupe. Bref, ce soir, je vais vous plonger dans leur dernier album Musakaike avec ce magnifique morceau intitulé Mwaza. Masaiwe, Nihuri Masaiwe,
le cercle des chroniqueurs. S'entendez, on démarre avec Santé pour Yael, Annabelle Guiraud. Aujourd'hui, on va parler de la vieillesse. Je vous vois faire la grise mine. Pas tellement concernée, j'ai encore le temps, je suis pas à la retraite. Mais si, je vous assure, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous, car aujourd'hui se prépare notre vie de demain. Allez, venez avec moi, je vais vous raconter le contre-salon des vieilles et des vieux de ce week-end à Paris, un événement à l'initiative du CNAV. Le CNAV comme Caisse nationale d'assurance vieillesse Non, Brahim. Non. CNAV comme Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Si on regarde notre pyramide des âges, 25% de la population a plus de 65 ans. Malgré cela, la France n'est pas dotée de la loi grand âge. Et jusqu'ici, la politique de la vieillesse est pensée uniquement par des personnes non concernées. C'est vrai, on ne demande jamais l'avis des seniors. C'est pour ces raisons que le CNAV a été créé en 2021. Le CNAV, c'est un mouvement citoyen réparti sur le territoire avec plus de 2000 sympathisants. Ses objectifs sont de mobiliser les vieilles et vieux sur tout le territoire pour qu'ils deviennent acteurs des politiques publiques les concernant. À la base du CNAV, c'est 4 fondateurs, par ailleurs déjà porteurs de projets associatifs dans le domaine, à savoir Véronique Fournier, Nicolas Fourreur, Éric Favreau et Francis Carrier. Mais dis-moi, Annabelle, Francis Carrier, c'est une personnalité dont on a déjà parlé au Mon Micro. C'est le fondateur de l'association Grey Pride, à l'attention des seniors LGBT, et il a aussi écrit un livre sur le sujet, je crois. Oui, on avait parlé de son livre « Vieillir comme je suis, l'invisibilité des vieux LGBTQI+, qui a d'ailleurs été récompensé dans la catégorie témoignage au prix du roman gay il y a quelques jours. Alors, comme vous constatez, chères auditrices et auditeurs, nos aînés pensent à nous plus que nous pensons à eux. Rien pour les vieux, sans les vieux, c'est ça. Oui, c'est la maxime du CNAV. Depuis plusieurs dizaines d'années, les vieilles et vieux sont victimes d'agisme. Cette discrimination qui consiste à n'envisager les personnes âgées qu'au prisme des stéréotypes négatifs sur le vieillissement. C'est vrai, quand on dit vieille, vieux, beaucoup de gens sont rebutés. Ça fait penser à moche, lent, débris, mort, maladie, perte d'autonomie, dépendance, isolement, EHPAD. Or, vieillir, c'est pas cette image erronée d'Épinal. La preuve avec ce contre-salon des vieilles et des vieux. C'est assez touchy quand même d'appeler un événement comme ça, je crois. En fait, c'est un contre-pied. Aux nombreux salons des seniors créés par des entreprises où les personnes âgées ne sont qu'une cible marketing. Le contre-salon, il est fait pour donner de la voix aux seniors sur l'habitat, l'EHPAD autrement, l'accès à la culture, l'accès aux droits, les femmes et la vieillesse, place et rôle des seniors dans la société, le sens de l'âge, de la mort. Et l'idée d'utiliser les termes vieux et vieille, c'est pour faire le buzz. Et ça a bien marché. 2000 visiteurs ce week-end. Et un monde incroyable. Et toi, alors, c'est quoi ton retour exactement, enfin ton retour personnel sur le salon ? J'ai déambulé parmi la trentaine d'exposants, assos, habitat, copartagé, béguinage, activités de convivialité, droit à mourir dans la dignité, et bien d'autres encore. J'ai aussi écouté une plénière sur les vieilles et vieux font la loi, quand et quelle loi grand âge, à laquelle participait notamment Jérôme Gage, député socialiste de l'Essonne et conseiller régional IDF, qui a travaillé sur le sujet, qui a préparé une proposition de loi de 166 articles visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement, qui n'est pour le moment pas inscrite à l'ordre du jour des textes examinés en ce moment à l'Assemblée nationale. C'est vrai ça, alors il y a un projet de loi qui doit sortir cette semaine, je crois. Oui, en tout cas, il doit être examiné. Sortir, ça c'est peut-être encore pas tout de suite. Depuis, ce lundi 20 novembre, l'Assemblée nationale reprend l'examen de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, qui avait été suspendue depuis 7 mois. Et pour Jérôme Gage, ce projet de loi n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut un changement de braquet dans la société. Car oui, selon le député, on se prépare à une crise du vieillissement avec une expansion de l'isolement, l'agisme, l'invisibilité. Pour lui, il n'y a pas de loi, car il n'y a pas de lobby des vieux. Et il y a des idées pour monter un lobby de vieux afin qu'ils parviennent à se faire entendre ? Jérôme Gage proposait que les seniors intègrent chacun des partis politiques existants, mais proposent ainsi leurs idées. Et s'ils ne sont pas entendus écoutés avec cette méthode, alors pourquoi pas imaginer un parti transpartisan des vieilles et vieux ? Et puis aujourd'hui, ce qui fait aussi que le projet de loi est mou, c'est aussi qu'il n'y a pas d'implication des pouvoirs publics, parce que ça coûte. Il faut savoir que pour financer la loi grand âge, il faut 9 à 10 milliards. Où aller chercher l'argent ? Augmenter les prélèvements obligatoires ? Que les concernés contribuent seuls à payer pour leur risque de dépendance ? Et si on fait ça, c'est une guerre des âges qui s'annonce. Des échanges qui ont été fort intéressants durant cette plénière et qui s'est conclu avec Georges Pau Langevin, ministre sous Hollande, et qui a dit « Une société inclusive du début à la fin ». Sous-entendu, une société qui avance avec ses vieux et tous ses vieux, même les vieux prisonniers qui vivent de sacrées situations de discrimination en cellule.
Et les seniors queer, alors c'est un sujet au contre-salon des vieilles et vieux, Annabelle? Oui, et je dirais sur le fond et sur la forme. Je m'explique. Les seniors LGBT+, sont encore davantage touchés par l'isolement, l'invisibilité, la discrimination. Et ce du fait de leur orientation sexuelle et ou identité de genre. J'espère d'ailleurs que de nombreux aînés LGBT+, ont pu aller au salon pour faire entendre leur voix. Et puis, durant cet event, il y avait aussi une expo photo qui avait pour but de démontrer que la vieillesse peut être optimiste. Oui, la vieillesse, c'est peut-être une vacherie, mais on peut encore profiter de la vie quand on est vieux. On peut danser, badiner, rigoler, s'aimer. Et parmi les artistes photographes représentés, il y avait Ariane Clément, qui a mis en lumière 5 modèles de vieilles et vieux queer dans leur plus simple appareil. Objectif, promouvoir la diversité, l'inclusion, l'acceptation, l'ouverture à l'autre et l'optimisme. Comme vous le constatez, c'était un contre-salon étonnant et détonnant. La révolution des vieilles et des vieux est en marche. Nos aînés nous ouvrent le chemin. N'ayons pas peur d'apprendre à marcher à leur côté pour poursuivre cette lutte au long cours. Et si le sujet vous intéresse, je vous recommande le site du CNAV, www.cnav-demain.fr. En attendant, take care à toutes et tous. Merci, Eric va intervenir. Si vous voyez Annabelle, ça donne envie d'être vieux. Bah oui. Elle a une façon elle a un punch. Mais oui, on il se faut y dit, aller. oh chouette, je vais être vieux, c'est super. Non, il faut soutenir ce mouvement. Ouais. Parce que voilà, nous, c'est demain, c'est très vite demain. Et ce qui nous attend, c'est dramatique. Voilà, si on fait rien. Si on fait rien. Merci en tout cas de l'avoir rappelé. Eh bien, j'allais dire vivement d'être vieux, comme tu l'as expliqué. Donc, ça me prépare en tout cas. Et je suis pas très loin. Merci Annabelle. Merci à vous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Alors Samuel, tu l'as dit dans l'intro, tu vas aller au-delà du score de France-Gibraltar ce soir. Tout à fait Brahim. Alors bien que l'équipe de France ait battu son record de la victoire la plus large en écrasant Gibraltar à Nice samedi 14-0, oui 14-0, j'ai eu envie de vous parler de Dayo Upamecano, défenseur central des Bleus ayant la particularité d'être bègue. Dayo Upamecano, donc un défenseur du Bayern Munich, j'ai jamais entendu parler de lui, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, il est défenseur au Bayern Munich, tu es très bien renseigné. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit récap de sa carrière, comme ça va mettre un peu tout le monde à jour. Dayo Upamecano est né à Évreux en 1998 et il a rejoint le centre de formation de Valenciennes en 2013. Il a ensuite connu le parcours que plusieurs jeunes Français ont depuis quelques années, débuté en professionnel à l'étranger. En l'occurrence, lui, c'est en Autriche qu'il a débuté, donc à Salzbourg, avant de rejoindre Leipzig et donc l'un des plus grands clubs de la planète, le Bayern Munich. Ça doit être assez facile d'être bègue dans le milieu du football, non ? Non, ça doit pas être très facile. Non, pas très facile. Ça n'a pas d'ailleurs toujours été facile pour lui, parce que même s'il commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans le football, étant l'un des meilleurs défenseurs du monde, jeudi dernier, il était en conférence de presse pour l'équipe de France, et il a eu un moment lors duquel il a bégayé et a évidemment suscité l'intérêt de la tribune populaire sur les réseaux sociaux, moquerie évidemment, mais j'ai surtout envie de mettre en lumière les messages de soutien qu'il a reçus ensuite, parce que les autres, on les emmerde clairement. Mais par exemple, Esport du football, qui est un compte de foot suivi par 156 000 personnes sur X, a publié un message très joli à son égard. Je suis extrêmement admiratif de Dayo Upamecano. Réussir à se présenter devant la presse avec la pression que cela peut comporter pour n'importe quel joueur est admirable et il faut souligner son courage pour le faire. Est-ce qu'il s'est déjà exprimé un peu sur le sujet dans la presse ? Alors oui, tout à fait, plusieurs fois même. Il ne s'est jamais caché, il en a même fait une force désormais. Cet été, pour le magazine 11 Mondial, il a répondu à ce sujet dans une interview en disant que le plus dur pour lui, c'est quand il essayait de parler et que ça ne voulait pas sortir. Il dit que les gens pensaient qu'il faisait exprès alors que non. Il parle d'handicap aussi, je cite. Il faut faire comprendre aux autres qu'il ne faut pas se moquer dans ce genre de situation. Les moqueries, ça m'a fait mal et ça m'a donné aussi envie de progresser. Avant, j'avais peur de faire des interviews à cause de mon bégaiement. Quand tu n'arrives pas à parler, tu ne peux pas aller aux interviews car tu sais à l'avance que les gens vont se moquer. Petit à petit, j'ai progressé et essayé de régler mon problème. D'ailleurs, juste pour finir, il n'est pas le seul joueur, puisqu'il y a Ken Sema, qui est aussi un joueur international suédois, qui a touché, ému le monde du football après avoir bégayé en interview. Alors il a dit progresser, qu'est-ce qu'il a mis en place pour ça ? Alors c'est dans ce même interview pour 11 Mondial, il a expliqué que selon lui, c'est comme pour tout, il faut faire des efforts. À l'instar de lorsqu'il a eu des problèmes physiques et de nutrition et qu'il a engagé un préparateur et un cuisinier, il s'est rapproché d'un orthophoniste. C'est évidemment plus simple à faire avec un salaire de footballeur, mais il existe aussi l'association Parole Bégaiement, si vous avez besoin pour vous ou un proche de travailler sur ce sujet. Merci, très très beau
sujet. Donc c'est un joueur qui reste encore. On trouvera un jour peut-être en équipe de France. Ah ben il est en équipe de France. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il va avoir une place comme par exemple Mbappé ou Alors, comme Mbappé, je pense que c'est peut-être le joueur auquel on peut comparer personne, mais il a été titulaire pendant la Coupe du Monde, Dayo Upamecano, et il sera sûrement titulaire lors de l'Euro cet été. Tu voulais intervenir, Nathan? Oui, tout à fait. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense qu'il devrait regarder un certain film, notre ami Dayo Upamecano, qui est Le discours d'un roi. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, ce très très beau film justement qui traite du problème justement qu'avait, il me semble, c'était George VI, le roi d'Angleterre, qui était à l'époque du coup roi d'Écosse. Il ne parlait pas un mot d'anglais et en plus il bégayait, donc ce qui fait qu'au final il a dû surmonter ça, c'était très très dur. Mais je pense que c'est un magnifique film justement qu'il devrait voir aussi, qui est honnêtement incroyable, c'est pour ça. Intervenir aussi, Jean-François? Non, enfin oui, effectivement, je voulais juste dire que ce film est assez bien vu par rapport à ça, mais que je ne connais absolument pas ce joueur dont tu parles, Samuel, je suis désolé. Je suis très mauvais en foot, en fait. Il n'y a aucun problème, c'est justement pour ça que je suis là. Effectivement. Eric? Oui, moi j'ai envie de voir sa tête, deviner pourquoi. Mais bon, il faudra que je comprenne bien. Tu peux m'écrire le nom que j'ai? Il va te le redire. Je veux savoir si c'est un beau garçon. Dayo Upamecano. Oui, mais Dayo. Je te l'écris, ça sera plus simple. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce joueur. Moi personnellement, je ne savais pas. Prochaine idée de chronique? Oula, là tu me prends de court, mais je trouverais bien un sujet très intéressant la prochaine fois aussi. Très bien, merci. On a aussi une auditrice qui nous écoute depuis quelque temps qui s'appelle Muriel. C'est ça, c'est ma maman, on lui fait des gros bisous. Ouais, on l'embrasse. Merci à toi Samuel. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et le deuxième son de la fierté avec Anatole. Alors, vu que la plupart des artistes qu'on a vus ces derniers temps étaient anglophones, j'ai décidé qu'on se tournerait ce soir du côté de la France, avec notamment Léonie Pernet, une artiste multidisciplinaire. Léonie Pernet a commencé sa carrière dans le monde de la musique en tant que batteuse et percussionniste. Elle a rapidement élargi ses compétences pour inclure la composition et la production musicale. Et en 2011, elle a sorti son premier EP Africa, suivi en 2013 du single Mr. A. Alors A comme Aphex Twin, l'un de ses héros de jeunesse lorsqu'elle vivait à Reims et étudiait la percussion, ou A comme Anxiété ou Apathie, deux malheureux spectres qui ont hanté une partie de la vie de Léonie. Elle disait au magazine Inrecuptible notamment: j'ai passé pas mal d'années à dormir et j'ai longtemps eu du mal à faire les choses. Son premier album, The Two of Us, est sorti en 2016, recevant des éloges pour sa créativité et son originalité. Le style musical de Léonie Pernet est éclectique et pas complètement de l'électronique pure. Elle mélange des genres tels que la pop, le jazz, pour créer une musique riche et personnelle, mais on peut sentir l'électronique, qui reste la base de sa composition, restituant beaucoup d'inspiration du DJ de Cornouailles. Ce penchant électronique ne l'empêche pas non plus d'apporter du chant. Sa voix distinctive, associée à sa maîtrise de la percussion et son habileté à construire des arrangements complexes, contribue une identité sonore à la fois familière et unique. En plus de son talent musical, Léonie Pernet est saluée pour son engagement envers l'indépendance artistique. Elle a fondé son propre label, Infine, qui a été le véhicule de nombreuses de ses productions. Son approche de la création artistique met en avant l'authenticité, la liberté artistique, ainsi qu'un rapprochement assumé de la scène queer. De plus, Léonie Pernet, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi du cinéma, où elle a également travaillé en tant que compositrice. Elle a collaboré à plusieurs reprises avec la réalisatrice Yann Gonzalez, contribuant à la bande originale du film Les Rencontres d'après minuit en 2013 et du film Un couteau dans le cœur en 2018. Enfin, Léonie Pernet est également reconnue pour ses performances scéniques captivantes. Ses concerts sont souvent des expériences multimédia combinant musique, visuel et éléments théâtraux. Elle crée une atmosphère immersive qui transcende les frontières entre le spectacle musical et la performance artistique. En somme, ce n'est pas commun de trouver des artistes comme Léonie, c'est-à-dire des artistes indépendants, autonomes, et qui maîtrisent avec perfection les branches majeures de l'audio et du visuel, avec en prime une contribution active et positive dans la communauté LGBT et le monde des labels de publication musicale, monde qui est très connu pour ses zizanies derrière les rideaux et sa fermeture, notamment avec les artistes indépendants. Sa capacité à fusionner des genres, son engagement envers l'indépendance artistique et sa présence scénique immersive font d'elle une figure incontournable de la scène musicale contemporaine, une figure récompensée, mais aussi, à mon humble avis, une figure qui mérite d'avoir un petit peu plus d'attention. Et voilà pour Léonie Pernet, je vous invite à la découvrir sur scène, sur les grands écrans ou sur CD en fonction de ce qui vous fait envie. Moi, comme je ne sais pas quoi dire d'autre, eh bien je vous propose justement d'écouter Je sais pas, composé par Léonie Pernet, sous la forme d'une cover de l'artiste Mamama tirée de la compilation Friends Cover Deluxe.
sais pas. Tu te demandes pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu te demandes pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi le matin tu te réveilles avec un goût amer? Un café croissant, le métro tu descends sous la terre. Tu te demandes pourquoi tu vis dans cette énorme fourmilière. Irruption dans la chanson pour un hommage à mon grand-père. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu te demandes pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu te demandes pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Un passage au tabac, les chevaux ou un jeu à gratter. Tu te concentres pour oublier ta peur et ton anxiété. Une bière sans les copains, tu te dis que tu vas y arriver. Surgir sur l'épiderme, l'alchimie, vais-je les impressionner? Tu discutes avec un voisin, tu te laisses disperser. C'est toujours plus facile que de devoir se surpasser. D'un seul coup tu t'arrêtes quand le jugement va tomber. Jamais plus seul qu'entouré d'humains innocents condamnés. Le cercle des chroniqueurs. Merci pour ces sons de la fierté. Vous venez d'entendre donc le chef-d'œuvre de notre ami Anatole. Tout de suite, on passe à la littérature. Qu'est-ce que tu nous proposes comme lecture Alors, une ce soir, énorme BD Eric qui fait 420 pages, qui, dans un style très très différent du livre qui s'appelle Drag, qui est une merveille de plastique et esthétique. C'est une bande dessinée en noir et blanc, très janséniste presque. Enfin voilà, on dirait que Fabrice No a passé sa vie dans une sorte de trappe où en fait il va à l'essentiel et il donne un texte et un dessin épuré. Alors Fabrice No, c'est quand même, je crois que tu pourras en dire 2-3 mots, c'est quand même quelqu'un qui dans les années 90 nous a donné 3 tomes de son journal. Voilà, le journal qui le met... Alors, c'est une autobiographie. Il se met en scène, sans ostentation, sans fausse modestie. Et c'est un gay lambda dans ces années 90, sauf qu'il est gay, ce qui est... Voilà, pas tout à fait évident dans ces années-là. Chacun peut se retrouver un peu en lui. C'est un peu lire Fabrice No. C'est un peu... retrouver un peu du temps passé ou du temps perdu. Là, 20 ans après les 3 tomes de son journal, eh bien, voilà la suite. C'est-à-dire que dans son journal, il allait jusqu'aux années 96-97, 94-95. Là, ce sont les dernières années du XXe siècle. Donc, 20 ans après, il reprend cette période, après 20 ans de silence. Donc, on est replongé dans la fin des années 90, au changement de millénaire. Et c'est très intéressant parce que
Les jeunes qui n'ont pas connu la vie d'un gay dans ces années-là, dans les années 90, vont pouvoir comparer leur vie, surtout si, comme lui, c'est un gay de province, comparer la vie d'aujourd'hui avec la vie d'un homo inconnu de province et du millénaire précédent. Alors, on va donc se plonger dans, non pas sa vie de ces dernières années, mais celle de la fin du millénaire précédent. Et le prochain livre portera sur les années 1998-2002. Donc on peut se dire quel intérêt à se plonger dans quelque chose. C'est tout à fait un livre d'histoire presque. C'est très bien mené. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la BD, donc je ne peux pas donner des termes techniques comme j'entends sur France Culture, et je ne comprends rien d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est d'autant plus passionnant que ce n'est pas un héros du tout. C'est la vie de quelqu'un qui n'a rien de spécial. C'est un intellectuel, il faut quand même le dire. C'est un artiste, mais en galère. Qui n'a pas de boulot ou des petits boulots, qui travaille dans une maison d'édition mais qui a du mal à sortir. Donc il a publié 3 tomes il y a 20 ans, puis plus rien, et là c'est la suite, donc les années 92-96. Et il intitule cet opus le dernier sergent, les guerres immobiles, chez Delcourt. Donc, alors, qui est ce dernier sergent? Ces guerres immobiles, de quelle guerre, contre quoi, et pourquoi sont-elles immobiles? Pourquoi est-ce le dernier sergent? Il faut dire qu'il n'a pas honte. Enfin, il se présente, c'est ce qui nous touche d'ailleurs, il se présente sans phare. On voit que c'est un intello, vraiment. Il y a des cases, je crois que c'est comme ça qu'on parle en BD, où il y a des discours passionnants, philosophiques, sur la littérature, sur Houellebecq par exemple. Et en même temps, il ne cache pas qu'il adore se faire enculer dans des parcs, puisque les seuls lieux de drague dans ces années-là, c'est les parcs, par des beaufs physiquement, des mecs très costauds, Et ce dernier sergent, ça a l'air d'être aussi un de ceux-là, mais apparemment il va devenir obsédé par ce mec. Donc il y a un contraste entre ce qui le passionne intellectuellement et ses désirs sexuels. Il ne cherche pas l'amour, enfin il l'a connu mais il a été très malheureux, enfin tout ce qu'on a vécu, finalement, on se retrouve là-dedans. Voilà. Et il y a et en plus, alors j'ai fait une petite formule, il n'y a pas de pédantisme PD. Alors que c'est un type très brillant, très intelligent. Il y a des cases qui sont très intello, et en même temps, très vite, il se moque de lui. Il ironise sur lui, sur sa pauvre vie amoureuse et sexuelle. Alors, peut-être pour terminer, je ne sais pas trop parler du dessin, mais il y a quand même une grande variété de dessins. Il y a, par exemple, alors on ne peut pas dire qu'il se dessine lui-même avec beaucoup de beauté. Enfin, il ne s'améliore pas plus qu'il n'est vraiment. Et il y a surtout parfois des pages entières ou des doubles pages où là, il embrasse un paysage, une vue, ou ce dernier sergent, où là, c'est d'une richesse de dessin, d'une beauté en noir et blanc, très sobre, qui vraiment interpelle, comme peut-être aussi dans un autre domaine toutes ces œuvres du livre Drague que nous avons pu avoir la chance de voir. Donc voilà un homme très touchant qui n'a rien de plus que nous, et qui, pour terminer, donc on peut tous s'y retrouver. Et ma conclusion, c'est pas le plus de l'actu, ça, c'est Nicolas Révidi, c'est que c'est une œuvre unique en son genre, en tout cas dans le monde de la BD-PD, et c'est sans conteste une œuvre exceptionnelle et qui n'est pas prête de se terminer. Merci Eric Garnier. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on termine cette émission donc avec Valérie Beau. C'était donc
On enchaîne le 29e festival Chéri Chéri qui a démarré samedi. Eh bien oui, alors c'était parfait parce que par un temps de pluie, aller au cinéma, quoi de mieux ? Le festival a commencé donc dès 10h. Ce samedi, il présente 73 longs-métrages, 66 courts-métrages et d'une très grande richesse avec 41 nationalités représentées. Alors, je vais vous parler de films, de documentaires. Le grand bonheur, c'est que vous allez pouvoir y aller puisqu'il y a encore des diffusions. Et puis, si vous n'êtes pas à Paris, que vous ne pouvez pas venir, vous verrez, il va y avoir une proposition de série. J'ai commencé par découvrir le film Letton Neon Spring, qui est un film à la fois poétique et réaliste. Sous fond de lumière, de la nuit et de bande-son techno-percutante, le film célèbre la culture rêve, le désir effréné d'expérimentation, ainsi que l'exploration d'un nouveau style de vie et d'une nouvelle identité. Mélange de naïveté et de détermination d'acier. Le personnage principal est interprété par l'impressionnante Marija Louis-Melke, qui a aussi coécrit le scénario, et c'est très important parce qu'aussi en tant que jeune comédienne, elle est absolument superbe et elle incarne vraiment ce rôle d'une jeune étudiante qui s'appelle Len. Et Gunda et Len brûlent la nuit, je vous en dis pas plus. C'est programmé à nouveau samedi 25 novembre à 17h15 au MK de Beaubourg. Aucune excuse si vous n'y allez pas. Les choses, reprenons, je vais dire les choses telles qu'elles sont, dans le sens où les documentaires nous rappellent à la réalité des violences contre les personnes LGBT. J'ai découvert le documentaire suisse Out of Uganda, qui présente le courage de résister à l'intérieur du pays et ceux qui sont exilés, qui demandent l'asile. Alors nous suivons Philippe, Lynn, Hussein, Chami, de jeunes Ougandais LGBT qui luttent pour leur survie. Si le film ouvre sur l'espoir du travail militant courageux à l'intérieur du pays, les lois contre les personnes LGBT ont encore empiré malheureusement cette année. Notre culture lesbienne, alors quelle histoire ? Souvent on la méconnaît, je vous présente souvent des chroniques dont j'écris en nom de personnes méconnues. Et là, c'est Marie Laborie, que vous connaissez certainement, qui est journaliste sur Arte, qui s'est lancée sur les traces des personnalités lesbiennes pour faire notre culture en Europe au XXe siècle. 100 ans de combat pour la liberté, raconté pour la première fois en archives et témoignages dans un documentaire. Et c'est très courageux parce qu'elle fait aussi des échos avec son expérience personnelle, parce qu'en manquant de repères, c'est pas évident de se comprendre. Séance de rattrapage samedi 25 novembre, donc à 9h45 pour bien commencer le week-end. J'ai vu aussi donc le film documentaire. Je dis film parce que c'était tellement joyeux, qu'il y a un côté qui fait rêver malgré la difficile réalité. Je m'explique. C'est un Sirens. Exactement, c'est Slaves to Sirens. C'est un groupe de thrash metal entièrement féminin. C'est le seul groupe thrash metal du monde arabe féminin. Au cœur de ce groupe à succès se trouvent 2 guitaristes, cofondatrices du groupe, Lilas Mayassi et Chéri Béchara. Leur relation est complexe, qui mêle le professionnel et le sentimental, et ça questionne l'équilibre du groupe. On suit l'actualité parce qu'il y a des échos sur le Liban. Cependant, une menace souffle encore plus grande, la criminalisation de l'homosexualité au Liban, qui était un projet de loi, ainsi que les effets totalement dévastateurs du régime. Malgré ces obstacles, Slaves to Sirens persiste, essaye de créer sa propre révolution, vivre sa vérité. Et je dois dire qu'on tremble un peu quand même pour le courage de ces deux, de ces 2 musiciennes, parce qu'on voit bien que la situation se dégrade au Liban, qui était pourtant un semi-havre de liberté au Moyen-Orient. Donc à retrouver vendredi matin à 10h pour ceux qui le peuvent. Alors maintenant, un immense bonheur, vraiment, une série qui va donc, vous allez pouvoir découvrir vendredi soir sur France Télé /. Ça s'appelle Split. La réalisatrice, on va tout faire pour l'inviter, Iris Bray. C'est une mini-série en 5 épisodes de 19 minutes qu'on a eu le bonheur de voir sur grand écran.
joue dans ce film Alla Jodorowsky et Jenny Betts. Alors, si vous ne les connaissez pas, courez voir à quel point elles sont belles. Il y a une histoire d'amour entre deux femmes. Alors, je reviens sur le scénario et Iris Bray l'a coécrit avec Clémence Madeleine Pedria. C'est extrêmement bien écrit. De quoi s'agit-il ? Sur le tournage d'un film, Anna, une cascadeuse de 30 ans, tombe amoureuse de la star qu'elle double. Elle, qui se pensait heureuse dans son couple, hétéro, va-t-elle avoir le courage de sortir de l'hétérosexualité pour se confronter à ce désir bouleversant ? Et je dirais pas que désir, à des sentiments très forts. Donc, la réalisatrice nous donne des explications. Effectivement, c'est une série sur les ruptures et les reconstructions. Elle l'a conçue à un moment particulier de sa vie où elle vivait elle-même des ruptures à la fois amoureuses, physiques. Elle était confrontée aussi à la réalité d'avoir un enfant. Donc voilà, c'est joyeux, intelligent, extrêmement bien filmé. Voilà, ça fait du bien parce que dans nos constructions, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et il y a eu un échange sur la scène avec l'équipe. Et elle disait, est-ce que c'est une utopie ? Pas forcément, mais c'est faire famille. Parce qu'il y a une question de maternité ou pas. Faire famille avec ou sans enfant. Aimer, ne plus aimer, créer des liens, vivre qui on est. Et les comédiennes sont magnifiques. La BO est sublime, écrite et réalisée par Maud Jeffrey et Rebecca Warrior. Je vous invite, les amis, à la réal, de vous pencher sur Rebecca Warrior prochainement, parce que c'est vraiment à compléter. Donc, vendredi, vraiment, branchez-vous, regardez le petit écran. Et elle nous a parlé aussi d'un des épisodes qui, effectivement, a été classé pour les plus de 16 ans, ce qui veut dire qu'il sera en deuxième début de soir, à 22h30. Merci, on la fera venir donc. Split. Ça veut dire quoi, exploser To split. Ah oui, to split. Oui. Voilà. Merci Valérie. Oui. Donc on lance une large et chaleureusement invitation à Iris Bray, dont j'ai les contacts et on va voir ça. Merci Valérie, merci Eric, merci Annabelle. Merci Jean-François. Merci Samuel. Au revoir, chers réalisateurs Anatole et Nathan. À très vite pour un prochain rendez-vous. Bonne semaine à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Hey ! Oh non ! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.